sujet qui me semble beaucoup plus grave. C'est un sujet que je ne connaissais pas il y a 4 ans. Je me targuais de bien connaître les vaisseaux, mais quand un immense chirurgien qui s'appelle Donald Virag, à l'Académie de chirurgie à Paris, m'a dit « Mais est-ce que vous connaissez un chirurgien vasculaire qui voudrait s'intéresser aux problèmes vasculaires de l'érection ?» Je lui ai dit « Écoute, j'y connais rien, mais parlons-en. » Nous avons commencé à opérer quelques malades. J'étais à l'époque à l'hôpital Henri Mondor avant de m'installer dans la clinique Geoffroy Saint-Hilaire à Paris. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et j'ai trouvé utile d'évoquer avec vous cette pathologie méconnue. Alors, comment se fait l'érection ? Eh bien, il y a une phase de dilatation des artères qui permet le remplissage et l'afflux sanguin dans le pénis. Mais cette phase vasculaire, il y a une pathologie associée à ça, qui est la pathologie occlusive artérielle, cette phase n'est pas suffisante. Il faut certes que le sang arrive dans le pénis, mais il faut aussi qu'il y reste pour que la pression augmente et que l'érection se produise. Et pour cela, il y a un mécanisme extrêmement complexe, très mal connu, très mal décrit, qui est une occlusion du système veineux de drainage du pénis. Eh bien, on peut résumer ainsi la pathologie vasculaire associée à la dysfonction érectile. Pour qu'une baignoire se remplisse, pour prendre une métaphore, il faut que le robinet soit ouvert, il faut aussi que la bonde, au fond, soit bien fermée. La pathologie artérielle, la pathologie veineuse, excusez-moi, il y a une erreur dans le schéma. La pathologie veineuse, c'est le sang arrive, mais il s'envoie trop tôt, et la pathologie artérielle, le sang n'arrive pas, même s'il est retenu. Alors, comment est-ce que ça se produit à l'échelle du tissu érectile dans les corps caverneux? Eh bien, l'hexaèdre violet schématise les unités qui reçoivent le sang dans les corps caverneux, et vous voyez qu'il y a un trajet en quinconce, le bleu, entre les 2 feuillets de l'albuginé. L'albuginé qui circonscrit les corps caverneux est fait de 2 feuillets, et les veines traversent ces feuillets en quinconce. Et lorsque l'érection commence, les veines sont écrasées entre ces 2 feuillets. Eh bien, les patients dont nous parlons sont des patients qui ont, en aval de ce système occlusif, un réseau veineux. Vous voyez ici un cavernoscanner, je reviendrai sur la technique du cavernoscanner ensuite, qui montre de nombreuses voies de sortie du sang qui ne sont pas des voies physiologiques et qui sont à l'origine d'une dysfonction érectile. Est-ce que c'est un problème mineur en termes de fréquence? Eh bien, certaines études épidémiologiques, je vous dis tout de suite, les études sont en général très partielles et pas très bien faites, elles ont le mérite d'exister. Il est tout à fait possible que 50% des patients qui n'ont jamais eu de bonnes érections ont des fuites caverno-veineuses, et 20 à 30% des patients sont résistants aux traitements médicaux de la dysfonction érectile, que sont le Viagra et le Cialis par exemple. Eh bien, parmi ces 30% de résistants au traitement, la moitié pourrait avoir des fuites veineuses. Quelle est la clinique? Il est, à mon sens, extrêmement important de la connaître. Ce sont des érections qui sont peu durables, elles peuvent être de dureté importante, mais peu durables, difficiles à maintenir, quelquefois moins de quelques minutes. Les érections matinales sont perdues ou n'ont jamais existé. Les traitements sont inefficaces, aussi bien les médicaments que les injections. La pression à la base du pénis peut augmenter l'érection ou la maintenir. Le changement de position peut faire disparaître les érections, etc. Comment est-ce qu'on montre l'existence de la maladie? C'est crucial. C'est l'échographie Doppler, sensibilisée par l'injection de médicaments pour susciter l'érection dans les corps caverneux. C'est essentiellement de la papavérine et de la prostaglandine E1. Il y a des critères hémodynamiques extrêmement précis. Mal fait, ce test surestime les fuites. Mal fait, ce test
ne retrouve pas les fuites. Donc c'est vraiment le centre du dispositif pour détecter cette pathologie. Nous avons en France deux angiologues qui font ça excellemment, dont Hélène Sussman, qui est une référence mondiale dans cette analyse. En gros, ce sont à la fois des signes indirects artériels, c'est comme une fistule artério-veineuse, c'est-à-dire la persistance d'un flux important en diastole sur l'artère, et c'est directement sur les veines, la veine dorsale du pénis par exemple, eh bien, la persistance d'un flux, alors qu'on a injecté des médicaments qui auraient dû susciter l'érection, et normalement il ne devrait pas y avoir de sortie massive de sang. Donc si sur la veine on détecte une sortie massive de sang avec un flux important, cela signe la présence d'une fuite. Le deuxième examen extrêmement important pour le traitement, c'est le cavernoscanner. Donc même principe, on injecte un médicament pour provoquer l'érection. Là vous voyez sur ce cavernoscanner, il n'y a pas d'érection, c'est déjà en soi un signe extrêmement important. Par exemple, ça veut dire que ce trouble de l'érection n'est pas psychogène. Et on voit les voies de drainage multiples chez ce patient qui sont cause de sa dysfonction érectile. Alors le but de la chirurgie, il est simple, c'est de passer de la gauche à la droite dans le test d'échographie Doppler ou de cavernoscanner. Je vous dis tout de suite, on ne fait pas de cavernoscanner systématique en post-opératoire parce qu'on obtiendrait des priapismes. Ce serait dommageable pour le tissu érectile. Important, si vous lisez les recommandations des sociétés d'urologie nord-américaines, européennes, il est écrit « chirurgie à ne pas faire car chirurgie inefficace ». Les urologues ont raison d'écrire ça, parce que si l'on fait cette chirurgie de manière tronquée, eh bien, il est certain que cette chirurgie sera inefficace. Si l'on se contente de lier la veine dorsale profonde, on améliore 15 jours, mais pas plus. Alors pourquoi? Imaginez une rivière qui coule, vous prenez des cailloux ou du ciment et vous faites un barrage à la rivière, eh bien, le sang, évidemment, passe par ailleurs. Je reviendrai donc sur les conséquences stratégique ou tactique qui guide l'opération dans cette pathologie. Donc c'est une chirurgie proscrite parce que c'est une chirurgie qui a été mal faite. Elle a été mal faite parce que si vous regardez les grimoires d'anatomie, y compris les plus récents, eh bien la description qu'ils font du système veineux du pénis est non pas fausse, mais incomplète. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de veines qui drainent, qui font la sortie du sang du pénis que décrit dans les mémoires d'anatomie. C'est dire le fossé qui existe entre les connaissances médicales globales, en tout cas répandues, et la réalité de la chose. Le deuxième point, c'est que pour avoir un succès opératoire, il faut avoir correctement évalué le malade, ce qui n'est pas simple. Il faut une plateforme d'évaluation infaillible, de grande qualité. C'est l'échographie Doppler dont je vous ai parlé, le cavernoscanner. Et ce sont ces deux examens qui guident la stratégie de l'intervention. Sans ça, ça ne peut pas marcher. Ensuite, il faut bien comprendre quelle est la pathologie exacte du patient. En gros, il y a deux populations. Il y a des hommes jeunes qui n'ont jamais eu d'érection, dont on peut considérer que leur problème est essentiellement malformatif. Et il y a des patients d'âge plus mûr, j'aurais dit autrefois âgés, d'âge plus mûr, qui, à partir de la cinquantaine, voient leur performance érectile décroître. On dit, c'est l'âge, c'est comme ça, etc. Et en fait, ils ont probablement une association d'une dégénérescence de l'albuginée et de fuite veineuse. Donc on ne les opère pas de la même manière. Comment est-ce qu'on opère ces patients? Eh bien, la clé, en tout cas, c'est le fruit de 3 années de travail intensif. C'est d'une part des micro-ligatures à la surface des corps caverneux, des strippings, etc. Ce sont des approches d'embolisation, aussi bien des fuites superficielles que des fuites profondes. Et c'est un contrôle extrêmement rigoureux pour s'assurer à la fin de la procédure que l'on a bien évacué toutes les fuites. Et personnellement, j'utilise une salibrite maintenant pour m'assurer de cette complétude de l'intervention. La stratégie opératoire, c'est d'une part de supprimer les fuites importantes vues par le cavernoscanner, mais c'est également d'anticiper et
de bloquer les voies futures de recrutement de fuites veineuses pour que l'intervention soit durable. Alors, les résultats, d'abord je voudrais dire une chose, c'est que ce n'est pas un problème mineur. Quand vous êtes dans une foule, si vous regardez 100 hommes de moins de 25 ans, il y en a 1 à 5 qui n'a jamais eu d'érection dans sa vie. Qui ne le dit pas, bien évidemment. C'est une question qui a trait avec le suicide des hommes jeunes. Vous savez qu'il y a une augmentation de la prévalence du suicide chez les hommes jeunes par rapport aux femmes, et c'est une vraie question. Entre 25 et 35 ans, c'est des questions de descendance, de reproduction, d'addiction. Au-delà, c'est des questions de dépression, d'addiction, etc. Donc ce n'est pas un sujet de santé mince. Avec l'âge, on dit, ok, il vous manque des hormones, on peut rajouter, vous avez des problèmes psychologiques, pas faux, parce que ça induit des problèmes psychologiques, vous avez des problèmes neurologiques, oui, si on a été opéré de la prostate, mais les fuites veineuses sont vraisemblablement une cause majeure du déclin de la fonction érectile chez l'homme avec l'âge, et à nouveau, c'est une vraie question de santé publique. Alors les résultats, 40 patients que nous avons opérés avec un follow-up très très court, d'une année, mais des résultats assez extraordinaires, avec des temps chirurgicaux, des durées chirurgicales de 3 à 6 heures qui n'ont rien à voir avec la simple ligature de la veine dorsale profonde qu'on fait en un quart d'heure. Donc, la chirurgie des veines par fuite caverno-spongieuse, c'est d'abord une approche multidisciplinaire avec des angiologues, des sexologues, des andrologues, des spécialistes des hormones, des urologues, extrêmement importants, et des chirurgiens vasculaires. C'est une chirurgie qui doit maintenant, dans sa forme moderne et efficace, associer des techniques de chirurgie classique et endovasculaire, l'une seule, soit endovasculaire, soit chirurgicale pure, à mon sens, c'est à oublier. C'est une chirurgie qui est, malgré les apparences complexes, extrêmement stratégique en raison de la physiopathologie complexe du drainage veineux. Merci de votre attention. Alors c'était passionnant, on a empiété sur le temps, donc je te laisse la parole, Issad.